Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte. Nous sommes filmés, comme vous pouvez le voir. Et je suis avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Salut Stéphane, bonjour à tous. Pour discuter d'un film que tu as choisi. Alors je vais le montrer à la caméra parce que Julien, en fait, est un fan de cinéma catastrophe. Il faut le dire. Et donc, en fait, il a ramené son Blu-ray du Pic de Dante. Voilà. Donc, montre bien à la caméra le Pic de Dante, Dante's Peak en anglais. T'as dit plusieurs fois Roger Spottiswoode avant qu'on parle, mais pas du tout. C'est Roger Donaldson. C'est moche de me balancer. Non, mais c'est pour que si jamais, en fait, à un moment donné, pendant l'épisode, tu te gourres, les gens sauront qu'en fait, si tu veux, tu te gourres de manière générale. Je me gourre sur les Rogers, je suis pas hyper doux en Roger, quoi. C'est les deux Rogers qui font un peu, c'est vrai. Mais en même temps, Roger Spottiswoode, il avait fait juste la même année un James Bond avec Pierce Brosnan, d'où la confuse, n'est-ce pas? Alors, le Pic de Dante, tu vas nous pitcher, hein, avant qu'on parle un petit peu de la fabrication du film et surtout de, comment dire, alors déjà pourquoi tu aimes, parce que soyons honnêtes, hein, tu vois, je veux dire, c'est ton choix et je dois avouer que même en revoyant le film, parce que je revois toujours les films pour enregistrer un stéroïde, effectivement je ne l'avais pas vu depuis 25 ans et en revoyant le film je me suis dit ah oui je sais pourquoi je l'ai pas vu depuis 25 ans. Voilà, mais je te laisse, comment dire. Alors, pour le pitch, c'est relativement simple, hein, puisque globalement, c'est un film catastrophe classique. On reviendra sur le genre du film catastrophe en soi, mais globalement, il y a une catastrophe qui est en train de se préparer petit à petit. Personne n'y croit vraiment, sauf le spécialiste qui dit attention, ça va péter. Et le film est donc une cocotte minute qui va petit à petit emmener jusqu'à la catastrophe, à savoir l'explosion du dit volcan. Et donc, le personnage de Pierce Brosnan, qui s'appelle Harry, va simplement essayer de survivre dans les circonstances d'une catastrophe terrifiante, basée sur une catastrophe qui a vraiment existé. D'accord. Bon, c'est pitché de façon assez large, parce qu'en fait, t'as pitché l'histoire du cinéma de tous les films catastrophes, quoi. Pourquoi celui-là? Pourquoi ce choix-là? Alors, déjà parce que je travaille avec un gars qui s'appelle Stéphane. À chaque fois, je dis on pourrait faire ça. Il me dit non, celui-là on peut pas le faire parce qu'on va peut-être le faire en vidéo. Non, celui-là on peut pas le faire parce qu'on l'a déjà fait dans les. Bon bah du coup, il nous restait plus beaucoup de films catastrophes. Non, mais c'est vrai qu'il faut le dire, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des films qu'on choisit, enfin, je choisis de manière générale en fait, mais on en parle hein, avec les gens qui écrivent les textes Bien et tout, de comment dire faire une vidéo dessus. Et quand je dis une vidéo, c'est vraiment une vidéo d'essai, comme par exemple, on en a fait sur Au revoir à jamais, par exemple, de Shane Black, quoi, enfin écrit par Shane Black en l'occurrence, de Rémi Harlin. Et pourquoi, par exemple, on a fait en vidéo, enfin en podcast, pardon, avec Rafik Ford Fairlane, qui pour le coup, lui, même si j'adore le film, je savais pas trop comment l'accès en vidéo, voilà, voilà. Donc il y a une distinction entre ce qui entre guillemets mérite le temps qu'on va prendre en fait pour faire une vidéo, ce qui prend même beaucoup de temps, et effectivement le temps d'enregistrer entre nous, entre potes, à la bonne franquette, pour parler d'un film qu'on aime bien ou qu'on a envie de revoir ou qu'on a envie de et puis petite popote, c'est vrai aussi que par rapport à ce que Alain, Clémence, toi vous prévoyez sur les différents films, on essaie aussi par exemple de pas vous proposer 10 ou 15 ou 20 mêmes acteurs d'affilée. Donc pour le coup, celui dont on avait parlé au départ et qu'on fera sans doute un jour, parce que jusqu'à ce que tu me dises ok en fait, c'est Daylight. Ah oui. Mais vu qu'il y a eu pas mal de Stallone ces temps-ci, avec Rocky 4 notamment, sur lequel on était revenu, on s'est dit, bon, on va proposer un autre film catastrophe. Arrête où ma mère va tirer, s'il te plaît, chez Stéroïdes, hein, tu vois. Et le mec, il me dit, t'aimes le Pic de Dante, quoi. Bon, attends, arrête où ma mère va tirer. Mais moi, j'ai plus de trucs à dire, en tout cas. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une connexion en plus, puisque c'est le même scénariste, c'est-à-dire Daylight et Leslie Bohem, ouais. Voilà, c'est ça, et le Pic de Dante. Donc voilà, on s'est arrêté sur le choix du Pic de Dante, puisque c'est un film que t'aimes bien. Maintenant, explique-nous, Julien Charpentier, pourquoi tu es un film que tu aimes bien. Globalement, je vais pas essayer de vous dire attention, voilà, c'est un chef-d'œuvre absolu du cinéma, c'est l'un des plus grands films catastrophes. Parce que le film catastrophe en soi, c'est vraiment un genre très spécifique. Il a ses signaux entre guillemets contre lesquels tu peux pas vraiment passer. Parmi ces signaux, il y a le thème global qui est quasiment dans tous les films catastrophes, qui est l'orgueil de l'homme par rapport à la nature, puisque il y a deux types de films catastrophes. Il y a ceux où effectivement tu vas combattre un événement naturel, que ce soit un volcan, des tornades, une vague scélérate qui va faire tourner ton bateau, qui est le premier type. Et le deuxième type, c'est l'orgueil, ça devient donc la construction de quelque chose, la tour infernale en étant le fleuron absolu, la construction de quelque chose qui défie la nature en disant, vous voyez, l'homme est tellement fort qu'il va faire quelque chose de plus imposant et qui résistera à tout. Et donc le principe du film catastrophe, c'est de dire de rappeler à l'humain qu'il faudrait qu'il se calme sur l'orgueil parce qu'il n'est pas plus fort que la nature. Et moi, c'est un sujet que j'ai toujours trouvé très 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 intéressant.
Très cinématographique. Très cinématographique, et vu en plus, bon, globalement, je suis un gros bourrin, le fait qu'on fasse tout péter sur un écran m'a toujours plu. Donc le mélange de ces deux choses fait que c'est un cinéma qui est très très codifié, le film catastrophe, et donc aussi très très limité. C'est-à-dire que tu vas avoir effectivement les deux fleurons absolus, qui sont la Tour Infernale, si vous n'avez pas vu, vous devez voir, qui est un grand film catastrophe, et l'Aventure de Poséidon. On a fait un épisode sur la Tour Infernale avec Rafik. Ah bah voilà, très bien. J'ai d'écouter ça, je savais pas, mais j'écouterai. Et l'Aventure de Poséidon, donc, qui est le deuxième, on va dire, film séminal. Et dans ces deux films-là, en fait, ils avaient déjà pratiquement tout tellement codifié que les films qui ont suivi n'ont pas pu réinventer des choses. Donc, il a fallu, dans les années 70, c'était la grande vague des films catastrophes, et il a donc fallu, petit à petit, réinventer surtout la catastrophe plus que ce qu'on racontait. D'autant qu'en plus, genre codifié oblige, on a aussi des personnages qui sont assez souvent des, peut-être pas des caricatures, mais en tout cas des archétypes. Le mari qui trompe sa femme est un grand archétype du film catastrophe, parce que tu vas avoir la rédemption à travers sauver la femme qu'on avait abandonnée, qu'on va retrouver. C'est probablement, par exemple, Tremblement de terre avec Charlton Heston avait ça. Bon, en même temps, son amante c'était Geneviève Bujold, je le comprends. Bref. On voit le fan qui parle, en fait, le fan de cinéma Geneviève, catastrophe. Et Geneviève. Et Geneviève. Et globalement, t'as toujours ces figures archétypales parce qu'il faut, l'intérêt d'un film catastrophe, c'est de présenter le plus vite possible, parce que ce qui intéresse les gens, la raison pour laquelle ils sont venus, avant tout, c'est pour que ça pète. Il y a un contre-exemple à ça, par exemple, c'est Volcano, qui est un film, lui, qui donc fait partie de ce revival d'une catastrophe sur lequel on reviendra sans doute, qui lui va au bout d'un quart d'heure, on t'a présenté les personnages et on enchaîne. Ça va très vite. Le Pic de Dante, lui, va totalement à l'opposé de ça. Il fait vraiment, pour le coup, un film catastrophe, on ne peut plus à l'ancienne. Un truc qui va prendre son temps, qui va présenter des personnages et qui va petit à petit tisser une toile qui va amener à l'explosion du volcan. Alors tu vas un petit peu vite en besogne sur un truc, parce que tu as cité quand même la concurrence principale, en fait, qui est Volcano, et ça c'est important de préciser que, en fait, le Pic de Dante a souffert, en fait, de cette, enfin pas de cette comparaison, mais de cette concurrence directe. Il faut, alors, peut-être on remet un petit peu dans le contexte, en fait, de la sortie du film. Dans les années 90, c'était assez fréquent qu'Hollywood lance deux projets concurrents en même temps. Et la course... ça devient une course à la montre, en fait, pour sortir le film le premier. Parce qu'il y avait effectivement à l'époque une chose vérifiée, qui était que le premier film sorti était celui qui avait le plus de succès des deux. Ça a changé en 98. Exactement. Et alors le truc, c'est que, donc, par exemple, tu l'as dit, en 98 il y a eu Deep Impact et Armageddon. C'est deux films de météorites. Là, en l'occurrence, il y avait deux films de volcans, c'était le Pic de Dante et Volcano. Et effectivement, en l'occurrence, il y a eu deux Robin des Bois aussi au début des années 90. Il y a eu deux films sur des fourmis, avec Bugs Life et c'est des films d'animation, effectivement. Donc voilà, il y avait tout un tas de projets, en fait, qui se lançaient comme ça, ça a perduré jusqu'à peu près milieu des années 2000, parce que maintenant ils font un peu plus attention, j'ai l'impression, quoi, où ils se disent que ça n'a peut-être pas lieu d'être. J'aurais plus envie de te dire qu'à l'époque on était des petits cons qui disaient Hollywood, ils ont aucune imagination, ils font deux films sur le même thème dans la même année, quoi. Bon, maintenant, on a 12 films de super-héros par mois. Ouais, donc on se pose plus la question. On se pose plus la question, en fait. Non, bien sûr, mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, cette concurrence-là posait, en fait, une problématique, parce que t'avais des discussions sur les vols, en fait, on va dire, entre interstudios, quoi, on va dire, ce qu'on appellerait l'espionnage industriel, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que des gens qui se passent des scénars et qui savent que en fait, il faut lancer le truc rapidement, quoi. Y a l'idée que sur un film comme celui-là, comme Le Pic de Dante, du coup, comme tu le disais hors antenne, effectivement, il y a un temps de post-production qui est raccourci. C'est un film qui a été fait très très vite. C'est un film qui avait commencé à être tourné en mai 1996 pour une sortie en février 97. Avec une post-production qui a été réduite de 2 mois. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. Ça fait au moins un tiers de la post-production. Faut peser, parce que c'est quand même un film qui, dans son dernier tiers, en fait, quand même, lâche un peu les effets spéciaux, quoi. Et qui, en tout cas, moi, dans les années 90, était censé être spectaculaire, et je dis censé parce que en fait, en gros, je pense que l'intérêt de relancer un film comme ça avec ce sujet-là, c'était justement d'avoir des effets spéciaux numériques sur les volcans. Donc vraiment utiliser ça pour rendre ça beaucoup plus spectaculaire, quoi. C'était juste après Jurassic Park, donc l'avènement du numérique, et donc du coup c'était l'excuse, on va dire, pour faire un film de volcan, que ce soit Le Pic de Dante ou Volcano. Bon, il se trouve qu'on parle pas de Volcano, mais
de mémoire, hein, parce que je n'ai jamais revu les deux films. En fait, là, j'ai revu celui-là pour les besoins de cet épisode. Tu me dis si tu veux, je te le prête. Ouais, je le vois, je te le garderai. Tu vois, mais de mémoire, Volcano était un peu plus sympathique. Mais bon, c'est peut-être que l'avis de l'expert. Ah non, mais moi j'aime les deux. Mais les deux, toi, ouais. je sais pas vraiment du coup si je suis un expert ou si je suis juste un mec qui aime les films catastrophes en général. Mais ce que tu as dit effectivement est très très juste, c'est-à-dire qu'à la fin des années 70, le genre est arrivé à sa conclusion, mais sa conclusion naturelle, c'est-à-dire que comme on disait, mis à part changer les catastrophes, ça se passe dans un train qui doit, s'il passe sur un pont, il va se casser, où il y a la peste bubonique à l'intérieur, ou ça se passe dans une tour qui est en feu, où ça se passe. Ils sont un peu arrivés à la limite de ce qu'ils pouvaient faire. Hein. D'ailleurs, Tremblement de terre a été l'un des échecs, puisqu'ils avaient inventé un nouveau truc. C'était tout nouveau dans les années 70. Ça s'appelait le Sun Surround. Je sais pas si tu te souviens de ça. Bon, nous, on était un peu petits, hein. Mais le Sun Surround, globalement, c'est d'avoir des infrabasses qui sont tellement fortes qu'elles faisaient trembler les sièges. Donc, globalement, c'était la 4DX avant la 4DX. Sauf que tu prenais sur pas un seul point, quoi. Voilà, tu prenais pas de l'eau à la gueule. Mais globalement, c'était la même idée. C'était de faire plus que simplement un écran et de commencer à ramener le spectacle dans la salle. Et à l'époque comme aujourd'hui, les gens ont fait bon, c'est quand même un peu un gadget, quoi. Donc le genre est ça un peu. vaut pas le Touchorama dans Burger Film Sandwich. Voilà. Tu connais pas ce sketch? Non, je l'ai pas vu. Absolument incroyable. Mais globalement, donc le genre c'est endormi, on va dire, hein, comme un volcan. Et, et avec l'avènement de Jurassic Park, ils se sont dit, c'est le moment, super, on peut enfin montrer des tas de choses qu'on ne pouvait pas montrer, d'autant que, comme l'ont dit les réalisateurs de ces deux films, dans des interviews séparées, fondamentalement, la catastrophe volcan n'avait pas eu lieu. Il y avait des films d'aventure qui se terminaient avec une éruption volcanique, c'était même relativement habituel, mais il n'y avait pas eu de film sur le sujet même. Et ce qui est très étonnant avec le Pic de Dante, c'est que c'est un film né du revival des années 90 du film catastrophe, que probablement ce revival est né avec deux films, Twister, qui est un vrai film catastrophe et qui pour le coup a beaucoup, tout est relatif, hein, il y a aucun film des années 90 qui a autant de plans d'images synthèse qu'aujourd'hui, hein, mais qui a beaucoup d'images synthèse, et Independence Day, qui est considéré par beaucoup comme faisant partie du revival du film catastrophe, juste parce qu'ils font tout péter, parce que fondamentalement c'est pas du tout un film catastrophe. Et ce film-là, en fait, était énormément basé sur le travail en dur. Il y a au final très peu d'images de synthèse dans le Pic de Dante. Et encore heureux par certains plans, hein, parce qu'il y a notamment les plans de lave, c'est pareil, on en parlait en antenne, hein, mais des plans de lave assez on va dire... étranges, qui sont devenus discutables aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que quand Donaldson en parle, il dit ce plan là de lave quand elle s'approche de la caméra, pour pouvoir le faire, il a fallu petit 1 d'abord que on fasse un décor qui était destructible au fur et à mesure. Petit 2 ensuite qu'on place des éclairages orangés pour pouvoir petit à petit faire croire que ça avançait. Petit 3, placer notre caméra en contre-plongée. Donc là, il a fallu qu'on creuse dans le studio pour pouvoir placer notre caméra. Et petit 4, que ensuite on fasse la lave en image synthèse. Et petit 5, composition avec tous ces éléments. Donc en gros, ce plan, il a pris 10 mois de boulot, 200 personnes dessus. Aujourd'hui, ce plan-là, il serait fait en ordinateur, en 2 jours, en étalon numérique, terminé, quoi. Je sais pas s'il serait fait en ordinateur automatiquement. Enfin, en tout cas, je veux dire uniquement sans effet physique. Mais enfin, si, oui, probablement. Mais c'est vrai que par contre, le truc, c'est que oui, il y a quelque chose d'assez ingrat parce que moi, je me rappelle que déjà à l'époque, en fait, le plan m'avait un peu choqué parce que je m'étais dit bon, il y a quelque chose qui fonctionnait pas, qui était off, quoi. Mais à la limite, c'est un des rares plans parce qu'effectivement, le plan du volcan qui pète, pour le coup, il est encore très impressionnant aujourd'hui, quoi. C'est même une des rares images. Je ne veux pas te mettre en colère, quoi. C'est une des rares images qui m'a un petit peu réveillé du film parce que faut quand même reconnaître que c'est un film aussi qui est... Alors, t'as parlé du revival du cinéma catastrophe, mais il y a aussi en fait cette idée qu'on puisse prendre un personnage comme le personnage de Pierce Brosnan, en fait lui attribuer une fonction, en fait, si tu veux, comme géologue, tu vois. En l'occurrence, ce qui n'était pas le cas dans les films d'action ou d'aventure précédents. Il avait toujours une espèce de fonction qui en faisait de facto un héros d'action. Ce qui n'est pas le cas là, en fait. Lui, il est juste simplement, c'est un scientifique. Et ça vient aussi de Jurassic Park. C'était tout le grand intérêt de Jurassic Park, hein. C'était que tu suivais des scientifiques qui connaissaient, en fait, c'était des paléontologues, tu vois, qui connaissaient donc les dinosaures, qui avaient étudié ça et tout, et qui, du coup, en fait,
quand je te retrouve face à cette création, face au truc qui les fascine depuis toujours, bah, ça crée une espèce de sentiment particulier d'attachement en fait pour le spectateur, quoi. Là, on va dire que c'est un peu la même logique. Moi, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins ici, évidemment, que sur Jurassic Park, mais en tout cas, c'est la volonté en fait même si c'est Pierce Brosnan, même s'il est très beau, même s'il venait de sortir de GoldenEye et que, comment dire, il sentait le parfum à la vanille, tu vois, très certainement, quoi. Je veux dire, en gros, ça reste, comment dire, un personnage, voilà, qui est pas censé être un personnage d'action, quoi. Or, toute la deuxième partie du film lui donne en fait ce truc-là. Donc c'est qu'un personnage qui est censé se révéler aussi au fur et à mesure, quoi. Là où à la fois je suis d'accord avec toi et un peu moins sur le côté c'est la même structure que c'est la même approche. C'est la même approche. C'est que il y a un truc intéressant dans ce film-là. Alors une fois de plus, on est vraiment sur de la confection du film. Je pense que ce que je préfère en fait dans ce film-là, c'est sa confection. Et donc du coup, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de le partager avec nos spectateurs maintenant, plus seulement nos auditeurs. C'était de dire en fait quand il était à la fac, Donaldson, le réalisateur, donc a fait des études de vulcanologie et l'étude des cailloux. Ça y est, j'ai oublié. Je suis désolé, le mot est parti. Bref, il a fait des études géologie. La géologie. Merci. Putain, Alain, la technique, on peut toujours compter sur toi, quoi. Mais Alain, tu t'es mis un micro pour souffler. Incroyable. Parce qu'il sait qu'on est des incompétents. Il se filme pas, c'est la voix de Dieu en fait. Voilà, quoi. Le mec, il sait qu'on est des incompétents, donc voilà. Quand on n'y arrive pas, donc oui, il a fait des études. Merci Alain. Bah nous on connaît le cinéma, hein. Alain il a fait des études de géologie aussi. Alain, il a fait des études de tout. Voilà, c'est ça. Et surtout il a fait Google. Du coup, lui, ce qu'il voulait, c'était que ce soit un film qui démonte petit à petit et de façon extrêmement rigoureuse la façon dont se déroule une véritable éruption. Donc il y a peut-être du coup, là-dessus je te rejoins, un côté qui peut être très vite anti-spectaculaire, parce qu'on a un film qui fait 1h40 générique compris, hein, donc c'est assez court, et globalement, le moment où ça pète vraiment pour de bon, c'est les 20 dernières minutes. Il y a, on va dire, à peu près 1 heure de mise en place, très lente, 20 minutes de mise en place où les petites catastrophes s'enchaînent, et 20 minutes de pétage de plomb. Mais globalement, ce qu'il cherchait, c'était à montrer, sans tricher. Là où dans Volcano, on est obligé de faire un peu la comparaison, tu vas avoir un volcan qui va sortir du tar pit, donc de la Bréa, donc cette espèce de formation géologique où il y a du goudron en fusion tout le temps, ce qui est complètement aberrant, mais à la limite qui est un très bon argument cinématographique en soi. Là, il s'est dit, ok, on va se baser sur la catastrophe du Mont Sainte-Hélène. Le Mont Sainte-Hélène, si vous ne le savez pas, c'est la plus grande catastrophe, la plus grande éruption volcanique sur le sol américain hors Hawaï, le sol américain de l'histoire. En 1980, le Mont Sainte-Hélène, qui était donc un volcan comme celui qui nous avait présenté dans le pic de Dante, est rentré en éruption et ça a été tellement violent qu'il y a toute une partie du flanc du volcan qui a disparu dans l'éruption. C'est dire la violence de la chose. Et en fait, tout ce qu'on va vous montrer dans le film, tout le côté cocotte minute de vous dire d'abord l'eau va monter en température, les sources d'eau chaude vont devenir bouillantes. Ensuite, il va y avoir une véritable acidité dans l'eau qui va faire que, petit à petit, tous les poissons vont mourir et remonter à la surface. Ensuite, des arbres vont mourir. Et on ne sait pas pourquoi. On va dire c'est les plus acides. Non, en fait, c'est parce que le sol, il y a des remontées sulfuriques et petit à petit, ça va tuer les arbres. Donc en fait, c'est presque l'équivalent d'un National Geographic, sauf que c'est fait dans l'arc de la fiction. Alors voilà, c'est-à-dire que j'allais peut-être mettre un petit bémol sur ce que tu dis. J'entends alors sur la construction. Après, ça reste un film. Et alors pour le coup, ça reste un film avec une vraie affiche de cinéma, on va dire. C'est-à-dire que en gros, comme ça pouvait se monter à cette époque-là, hein, c'est-à-dire que c'est un film qui a coûté très cher. Hein, il faut le préciser. 115 millions. Hein, 115 millions, ce qui était énorme en 97 quand c'est sorti, parce que en gros, peut-être 2 ans ou 3 ans avant, le film qui avait plus ou moins atteint plus ou moins ce budget-là, c'était True Lies, hein, avec 125 millions. Et peu de films sont allés tâter, on va dire, ce type de budget, quoi. Parce qu'il a fallu le faire très vite. Ça, c'est une des conditions. En fait, on peut pas faire un film aussi gros, en fait, aussi sans que ça ait un coût, quoi. On va dire, pour donner un ratio de comparaison, tu me diras si t'es d'accord, que les 100 millions de 1997, c'est les 200, voire les 250 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que t'es vraiment dans le blockbuster, le gros truc. C'était énorme. Et en fait, t'avais donc une star montante, on va dire, qui était, mais qui avait encore des choses à prouver hors James Bond, qui était Pierce Brosnan, puisque Pierce Brosnan, pendant des années, c'était un personnage, enfin, c'était un acteur de télévision qui faisait des seconds rôles. On l'avait vu notamment, alors dans des films qui avaient marché, hein, mais comme Madame Doubtfire par exemple, quoi, pour prendre cet exemple-là. Et sinon, c'était un acteur de série B, c'est-à-dire qu'il avait fait des petits films, alors moi, petits films sympathiques, hein, tu vois, comme Explosion immédiate de Christian Duguay, mais qui était un
vraiment un tout petit film, comment dire, pour la New Line, indépendant, quoi. Et là, en gros, si tu veux, bon, bah, il venait de cartonner avec GoldenEye, hein, en fin de l'année 95. Et du coup, il s'est retrouvé dans pas mal de contrats, pas mal de films, on va dire, qui se sont montés autour de lui, dont Le Pic de Nantes, qui est vraiment le premier, c'est-à-dire le premier blockbuster qui s'est monté post-James Bond pour lui, quoi, qui a été tourné entre les deux premiers James Bond qu'il a fait, quoi, qui était dans GoldenEye et Demain ne meurt jamais, si je dis pas de bêtises. Voilà. T'as aussi Galen Hurd, c'est-à-dire à la production. Alors ça, on va en reparler un petit peu parce que c'est quand même une grande productrice, quoi. Absolument. Il y a alors il y avait bon, ça compte un petit peu moins, mais en fait on va dire qu'il a eu son petit moment de gloire sur le truc. C'est le scénariste dont on a parlé, Leslie Bonham, qui donc en fait venait te faire Daylight, qui pour le coup n'a pas marché non plus, hein. Ça a été un autre bid parce qu'il faut le dire aussi, hein, Le Pic de Nantes n'a pas marché, en tout cas il n'a pas il a rapporté 178 millions de monde pour un budget de 115, autant dire que ça fonctionne et pas. Surtout aux États-Unis il était en dessous de la barre des 100, me semble-t-il. Donc en fait en gros ça a vraiment été pas un échec, mais en tout cas une vraie déception pour le studio, en tout cas quoi. Considéré comme un bid. Voilà. Il y a Linda Hamilton, donc Sarah Connor elle-même, hein, qui était aussi, qui avait encore quelques rôles à cette époque-là, avant qu'elle comment dire. Anecdote d'ailleurs intéressante, Donaldson ne la voulait pas. À la base, il voulait pas la rencontrer et il disait mais en fait c'est parce que le rôle il est un petit peu trop normal pour elle, quoi. Ouais. Enfin Linda Hamilton, c'est La Belle et la Bête. Linda Hamilton, c'est Terminator avant tout. Donc il était un petit peu, il a pas trop envie, quoi. Et en fait, Linda Hamilton lui disait mais normal, c'est pas dur. Enfin, je peux jouer normal. On est tous normaux, en fait. Donc, il lui a dit bon, ok, je vais te rencontrer. Elle a fait un rendez-vous, elle a fait le rôle. Oui, puis c'est pas étonnant qu'elles se retrouvent là-dedans avec Galen Hurd aussi, puisqu'elles sont quand même, elles ont quand même plus ou moins, ils se sont fait connaître ensemble avec Terminator, quoi. Et puis elle prouve dans ce rôle-là que c'est une actrice volubile, et puis une actrice capable de changer, parce que il y a pas plus éloigné de Sarah Connor version Terminator 2 que Rachel Wando, donc la mairesse de cette petite ville. C'est un personnage qui est tendre, c'est un personnage qui est doux, c'est un personnage qui est mère célibataire. Très attachante au final, et on a besoin que ce soit un personnage attachant, puisque c'est globalement l'histoire de deux familles explosées qui vont profiter aussi de cette catastrophe pour se reconstruire, ce qui est aussi un cliché habituel du film catastrophe. Donc on a besoin de s'attacher au personnage parce qu'on a envie qu'il survive. Ce que je dirais aussi par rapport à ce que tu dis, pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est que en fait c'est un des trucs de Galen Hurd, en fait, d'aller chercher, on va dire, d'aller traiter des personnages qui sont parce que je dirais de Monsieur Tout le Monde, en fait. C'est-à-dire que en gros, alors mis à part, on va dire, les films avec James Cameron, hein, même si en l'occurrence, bon, c'est le cas dans Abyss, hein, c'est des prolos, hein, les personnages d'Abyss, quoi. Il se trouve que c'est quelque chose sur lequel elle travaillait aussi à l'époque, quoi. C'est-à-dire que ce soit Armageddon, que ce soit sur lesquels elle est productrice aussi, quoi. En tout cas, elle a amené une partie du projet, parce qu'il faut savoir qu'Armageddon, c'était deux projets qui ont fondu plus ou moins en même temps, quoi. Sa partie à elle, c'était la partie en fait sur les foreurs, quoi. Donc sur les prolos. Là c'est pareil avec celui-là, quoi. Il y avait vraiment la volonté en fait de faire un spectacle, mais qui était à hauteur d'homme, quoi. Moi je trouve que le problème du film, on va dire, c'est que au-delà du temps que ça peut prendre ou ce genre de choses, c'est qu'on se retrouve avec des scènes parfois un petit peu étranges, en fait. C'est-à-dire que notamment il y a la scène, je sais pas si ça t'a fait ça, moi en voyant le film ça m'a carrément choqué, c'est la scène de la mort du boss, où le type disparaît, en fait, on va dire, il est emporté par la marée, quoi. Et en gros, les réactions de toute son équipe est absolument nulle. C'est-à-dire, ils ne réagissent pas du tout, quoi. Et du coup, c'est super bizarre parce que tu te dis, mais c'est leur patron, ils bossent avec depuis des années, quoi, tu vois. Ils sont confrontés à la situation. Moi, et là, en fait, je l'ai pas ressenti comme ça du tout. Ah ouais. Moi, je l'ai plus vraiment ressenti comme des gens qui, d'abord, restent interdits. Parce que ils viennent de perdre quelqu'un et t'es pas toujours dans l'excès quand tu viens de perdre quelqu'un, et ensuite on leur dit ouais mais par contre on peut pas rester là, il y a un volcan qui va péter les gars. Donc en fait ils ont pas le temps de faire leur deuil, et j'ai trouvé que c'était aussi un aspect plutôt intéressant, parce que dans ce genre de circonstances là effectivement t'as pas le temps de faire ton deuil, tu pars en courant, quoi. Ouais, alors moi je pense que j'ai l'impression qu'en fait, si tu veux, ils ont démerdé la scène très vite et puis passant à autre chose, quoi, parce que c'est vraiment, c'est très bizarre. Il y a des moments où ils réagissent pour le coup beaucoup plus, alors que c'est des moments beaucoup moins, dramatiques, on va dire. Et puis il y a quand même cette idée que justement quand t'as un personnage qui disparaît, t'en as pas tant que ça en fait dans le film, hein, non plus, en fait, qui se font tuer, quoi. Voilà, normalement tu mets un petit peu le haut là sur le truc, quoi, tu vois. Même s'il se trouve que c'est le perso qui ne croyait pas que ça allait péter, il n'est jamais présenté comme un connard, en fait. Voilà, c'est intéressant, c'est qu'ils ont globalement repris, on va pas se mentir, la structure des Dents de la Mer. Oui. La structure des Dents de la Mer et les effets de Jurassic Park, ils ont peut-être été influencés par quelqu'un, je ne sais pas qui, mais ils ont quand même fait des choix, c'est-à-dire que oui, le personnage qui ne croit pas, qui est lui typiquement,
n'est jamais présenté comme un connard, et en plus les arguments qu'il présente pour dire non mais écoute t'es gentil, mais si on fait une alerte, si on dit qu'on ferme la ville, qu'on évacue tout le monde, ça a des conséquences, et ça a des conséquences qui sont monétaires. On peut pas faire n'importe quoi n'importe comment, parce qu'évidemment Harry, dont j'ai oublié le nom de famille, est plutôt un personnage impulsif qui lui veut tout fermer tout de suite. Autre point, en fait, on parlait d'affiche, hein, on parlait de l'idée de faire vraiment un gros projet global, en fait un truc qui était censé défoncer le box-office. Il y avait donc Roger Donaldson. Alors Roger Donaldson, ça peut passer pour un réalisateur, on va dire, de studio assez lambda, hein, ce qui est, soyons honnêtes, moi je trouve un petit peu le cas, quoi. Mais à cette époque-là, il venait d'avoir un carton aussi au cinéma qui était La Mutante. Voilà, bon, je reconnais un petit peu, comment dire, en baissant des yeux, que je préfère La Mutante à comment dire, au Pic de Dante, quoi. Baisse pas les yeux, parce que La Mutante est un film un petit peu plus rigolo. Voilà, c'est rigolo, et puis il y a une fin totalement foirée, où l'image synthèse était pour le coup vraiment ratée. C'est rigolo, La Mutante. Et il y a Michael Madsen, alors je sais pas quel mec m'a comparé à Michael Madsen dans les commentaires, là, si tu veux, quand il a vu les vidéos, donc voilà, bon, bah, peut-être que ça vient de là, ça vient de mon amour pour La Mutante. Voilà. C'est votre ADN commun. Voilà, donc Roger Donaldson, en fait, qui globalement fait un film, moi je trouve, mais peut-être me contredire là-dessus, quoi, finalement assez quelconque dans sa carrière aussi. C'est pas, bon, encore une fois, c'est pas le plus grand réalisateur. C'est pas le plus grand réalisateur. Moi, j'ai un réalisateur que j'aime bien. Je le mets dans le même groupe que des gens comme Andrew Davis ou Peter Hyams, qui sont des réalisateurs qui sont pas de grands réalisateurs, qui sont consciencieux, qui sont solides et qui essaient à chaque fois de raconter une bonne histoire. Ça veut pas dire qu'ils y arrivent à chaque fois, parce que l'un comme l'autre, les trois que j'ai cités, ils ont eu des films très compliqués, mais j'aime bien cette volonté d'avoir avant tout une envie de raconter un truc. Et Donaldson, oui, le Pic de Dante est un film qui peut très vite être considéré comme un film qui a des problèmes de rythme, parce que il y a quand même ce côté cocotte minute qui est pas toujours réussi. Ça manque parfois de suspense. Il est tellement concentré, justement parce que le film catastrophe passe parfois un peu vite sur les personnages. Il est tellement concentré sur essayer de vraiment créer des personnages qui existent, qu'il oublie parfois un peu quand même qu'il est en train de faire un film catastrophe. Donc une fois de plus, le film n'est pas parfait. Là-dessus, je vais pas vous vendre ce que le film n'est pas. Je trouve que c'est une bonne approche de film à l'ancienne, parce que c'est fait à l'ancienne, et comme je vous l'ai dit, il y a très peu d'images synthèse, qui permet aussi de revenir sur un truc qui est super intéressant. C'est tu fais un film comme ça, on est quand même s'il y a des images synthèse, on est encore au balbutiement de cette technologie qui a 5-6 ans, où elle est devenue industrialisée, on va dire. Donc, aujourd'hui, pour détruire une ville, tu fais quoi? Globalement, tu prends n'importe quelle ville, tu la scannes sur ordinateur. Je n'enlève pas le fait que c'est du travail, hein, attention. Non, bien sûr. Parce que c'est énormément de boulot. Ce qu'ils réussissent à accomplir les magiciens des effets spéciaux aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a plus le côté tactile. Là, tu peux pas faire ça à cette époque-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, il faut qu'on trouve une ville. Première volonté de recherche, c'est bel et bien de se dire, il faut qu'on trouve une ville avec un volcan à côté. C'est quand même assez logique. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé une ville qui correspondait à l'image d'Épinal qui voulait se faire, tu sais, de la petite ville un peu charmante américaine. Qui est littéralement dans le scénar, hein, puisque c'est censé être la deuxième meilleure ville. En dessous des 15 000 habitants. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont trouvé une ville dans l'Idaho qui n'avait pas du tout de volcan, qui était par contre entourée par des montagnes, parce qu'ils se sont dit sinon en post-prod ça va coûter trop cher. Donc tous les plans où on voit le volcan, il est incrusté. Et ils se sont installés dans cette ville donc pendant plusieurs mois de tournage. Et ils ont discuté avec la mairie de la ville en leur disant voilà, on voudrait faire un film chez vous, donc rendez-vous compte que ça va rapporter beaucoup de boulot, que tous les hôtels seront remplis tout le temps, que tous les bars et tous les restos seront remplis tout le temps, mais par contre, on va être très honnête, on va vous emmerder. On va faire du bruit, il va y avoir des explosions, il va y avoir de la cendre tout le temps et partout. Et donc la mairie a dit ok. Je crois d'ailleurs la cendre elle a été fabriquée avec du papier brûlé en fait. C'est ça. Ils ont papier journal en fait. Ils se sont posés pendant la question parce qu'il faut que tu puisses utiliser une matière qui ressemble à la structure de la cendre, qui ne soit pas toxique parce que les acteurs vont la respirer toute la journée, qui est biodégradable parce que même si tu essaies d'en enlever la plupart, ça se glisse partout, il en reste partout. Donc oui, ils ont fait ça en papier journal. Ils ont aussi dans la ville construit des bâtiments avec un seul but, c'est de le détruire. Ils ont rajouté à certains endroits, genre par exemple la mairie, c'est un bâtiment qui avait c'est un bâtiment je sais pas qui fait une trentaine de mètres de long. Ils ont rajouté 20 mètres uniquement pour pouvoir le faire tomber. Ils ont créé un clocher uniquement pour pouvoir le faire tomber. Donc en fait ils ont changé la physionomie de la ville uniquement pour pouvoir la buter parce que quasiment tout est fait en plan réel. Et quand c'est pas fait en plan réel, le film a énormément de maquettes. Et quand on dit énormément, globalement, dans toute la dernière partie du film, Dante Peak, enfin donc la ville du Pic de Dante est une maquette. Il y a un plan par exemple où le plan juste avant que Charles Hanahan, donc celui qui joue le boss dans l'un de ses derniers rôles malheureusement, quitte la ville, il la quitte en partant devant deux Hummers, c'est un plan maquette.
Et toute la scène du pont, celle où ce personnage va décéder, est une scène qui est entièrement faite en maquette. Et honnêtement, c'est plutôt très très bien fait. Oui, c'est pas des questions que tu te poses forcément, encore une fois. Et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les années 90, on était encore dans le practical, en fait. C'est-à-dire que tu pouvais pas tout faire en image de synthèse, où en fait il y avait pas cette espèce de logique où on verra en post-prod, etc., etc. Donc le rattrapage se faisait pas de la même manière, quoi. Donc oui, forcément, il y avait beaucoup d'effets pratiques. Et puis il faut justifier aussi un budget quand même assez conséquent, hein, mine de rien. Hein. Et le truc, c'est quand tu fais des maquettes avec de l'eau, il y a toujours le même problème, qui est que tu trahis l'échelle. Et pourquoi tu trahis l'échelle? C'est parce que une goutte, ça fait toujours la même taille. Quel que soit, dès que tu brises de l'eau, une goutte, ça fait toujours la même taille, ce qui fait que quand tu vas avoir une maquette de petite taille et que tu as une goutte qui est comme as, tu vas savoir absolument automatiquement que c'est une maquette. Donc il fallait aussi qu'ils se posent des questions, de se dire comment on fait. Alors évidemment, la solution la plus simple, c'est de dire c'est tout simple, on augmente l'échelle. Donc dans cette scène-là, par exemple, les voitures sont entre 1/3 et 1/4 suivant les plans. Donc c'est à l'échelle 1/3 et 1/4, ce qui est plutôt très gros. Mais quand tu fais ça, ça fait que tes maquettes, elles sont beaucoup moins mobiles que tes caméras. Faut avoir des grues. Donc ça a un coût de faire tout ça. Et ils se sont vraiment posé la question pour se dire comment on utilise la meilleure technique disponible à l'époque pour réussir à faire que on va globalement tuer l'un des personnages principaux du film dans une scène où il est quasiment jamais là, en fait, parce que il y a un plan de lui sur le pont qui se soulève et qui l'emmène, mais le reste, c'est quasiment intégralement fait en maquette, et je trouve que c'est plutôt d'un très très bel ouvrage. D'accord. Donc alors bon, là en fait, en gros, t'avais plein de trucs à dire, c'est ça que t'étais en train de me dire, Ah ouais. pique dedans, quoi. On boucle peut-être. Si t'avais des trucs à rajouter, quoi. Non, je pense que on a parlé de la ville, non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. En tout cas, voilà, c'est un film du revival des années 90 qui a duré très peu de temps au final, parce que Twister a été un carton cosmique et après quasiment tous les films catastrophes qui sont sortis après, n'ont pas plu. Simplement, les gens ne se sont pas déplacés pour les voir. J'arrive même pas à me rappeler à part ces deux films-là. Il y a eu Volcano, il y a eu Pite de Dante, il y a eu celui dont on a parlé qui a été vendu comme un film catastrophe, Pluie d'enfer. Il y a eu qu'est-ce que je peux te citer d'autre? Après, pour moi, il y avait Armageddon et. Il y a eu Armageddon, il y a eu Deep Impact. Hein, ouais. En ça, c'est des films qui ont cartonné. Hein. Oui, plutôt. Et puis il y a eu, c'est de nouveau, il y a eu ensuite les Roland Emmerich avec Le jour d'après qui lui a très bien marché. Oui. 2012 qui a très bien marché, et Poséidon qui s'est royalement vautré et qui a quasiment fermé le truc jusqu'à San Andreas. Est-ce que tu mettrais un film comme En pleine tempête? En pleine tempête, oui, absolument. Dans un film catastrophe. C'est un peu comme celui-là, c'est-à-dire que ça touche à la fois dans le film catastrophe et dans le drame. Où tu caresses un petit peu les deux trucs, où t'as vraiment des plans, waouh, mais où on ne perd jamais de vue le personnage. Alors bon, là il faut quand même le préciser parce que les gens qui nous suivent le savent, hein, t'es monsieur années 90, hein, mine de rien, quoi. Oui, c'est le surnom que tu m'as officiellement donné. En gros, il n'y a pas un film des années 90 que tu n'aimes pas en vrai. Alors, j'ai vu des Christophe Lambert. Quand on arrive au pic de Dante, c'est que... J'ai vu des Christophe Lambert, il y a des films des années 90 que j'aime pas. Ah oui, Résurrection. Ouais, par exemple. Par exemple, Résurrection, c'est pas terrible, quoi. Deux doigts sur la gâchette. Grand Nord, tout ça. Deux doigts sur la gâchette, enfin les films d'Albert Pune, excuse-moi, non merci. D'accord, ok. Alors c'est pas Albert Pune, hein, Deux doigts sur la gâchette. Ouais, c'est Beren Zarafian. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Bravo. Alors, tu connais pas, enfin, t'aimes pas forcément les films de Darren Sarafian, mais par contre, en fait, comme c'est un film des années 90, paf, tu te rappelles tout de suite du nom du réel. Exactement. Quoi. Alors que personne se rappelle de Darren Sarafian. Hein. C'est le mec qui a fait Terminal Velocity, non? Ah. Là, t'es en train de nous citer un des prochains films qu'on va forcément traiter avec toi. Je le sens venir gros comme une maison, quoi. Merci Julien. De rien. Pour ton amour pour ce cinéma des années 90. En espérant que qui a bercé ton adolescence. Ce petit tour de comment on faisait les films à l'époque, ça a pu vous intéresser. Voilà. Merci à Alain, merci à la technique, puisqu'il s'est mis un petit micro, il peut dire merci. Dis merci Alain. Merci. Merci Alain, géologue professionnel. Pour la technique, merci pour filmer, pour le filmage, j'ai envie de filmer pour le filmage. Merci à vous tous qui nous suivez. Alors pour nous soutenir, donc c'est toujours les mêmes adresses, hein, c'est Tipeee et Patreon. Et puis en fait pour nous suivre, c'est sur les réseaux sociaux habituels, hein, c'est-à-dire Facebook, toi tu n'as pas Facebook, Twitter, tu n'as pas Twitter. Donc si vous voulez poser une question à Julien Charpentier, en fait démerdez-vous. J'ai un peu envie de dire c'est ça quoi, il faut le faire maintenant sous les commentaires. Et il répondra pas de toute façon parce qu'il a pas YouTube non plus. Ouais, mais je pourrais peut-être en répondre un jour dans un live si j'en refais un. Exactement, voilà, donc il faudra poser des questions à ce moment-là, quoi. Et puis on se retrouve une prochaine avec un autre film, alors pour le coup sympathique. Un film qu'on aime bien tous les deux, ça arrive pas beaucoup. Ça arrive pas souvent. Profitez-en. Voilà, donc on vous dit pas ce que c'est, mais à la prochaine. Merci à tous.